Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue pour cette nouvelle conférence Pouillou. Je vous rappelle que pour le bien de la conférence, c'est bien d'éteindre vos portables ou de les mettre en mode avion si jamais vous aviez oublié. Et puis, c'est une soirée un peu exceptionnelle puisqu'on va avoir une petite cérémonie juste après. Donc, je vais laisser Martine Chanon, présidente de l'Association des Amis de la Maison de l'Orient, expliquer la situation. Merci. Bonsoir. Comme chaque année, l'Association des Amis de la Maison de l'Orient remet un prix de thèse, le prix de thèse Marie-Jo Chavannes, à un doctorant ou une doctorante en fin de parcours pour lui permettre de terminer plus sereinement sa thèse. Ce soir, nous allons remettre ce prix de thèse à l'issue de la conférence de Madame Briet. Et nous vous invitons tous, si vous le souhaitez, à monter au premier étage où nous nous réunissons pour remettre le prix de thèse autour d'un pot. Voilà. Merci. Merci, Madame la Présidente. Je vais me lancer tout de suite. Hein. Donc le grand honneur pour cette nouvelle soirée dans le cadre du cinquantenaire de la Maison de l'Orient, d'entendre donc une chercheuse de chez nous, qui est donc une collègue, une collaboratrice et une amie aussi. Et donc je suis très heureux et très ému, bien sûr, de pouvoir lui céder la parole ce soir. J'ai à peu près calculé qu'il y a une vingtaine d'années, tu avais été la motrice dans un programme sur Apollon-Pythien qui était un programme émergent de la Maison de l'Orient et qui nous avait permis de mieux nous connaître et de travailler un peu ensemble et donc de confronter aussi nos perspectives sur nos sujets d'études. C'était fort intéressant et ça nous a permis de continuer de travailler depuis sur des choses assez proches. Pascal Briet est donc professeur de langue et littérature grecque, les intitulés c'est important, mais la littérature bien sûr. À Lyon 2 depuis longtemps, Lyon 2 qui a été en partie son lieu de formation, mais je pense que la plupart d'entre vous le savent, en partie puisqu'elle est venue prolonger sa formation auprès d'Annie Bonafé et d'autres maîtres encore, Michel Kaswitz, mais que tu connaissais je pense encore d'avant, et dont tu as rassemblé les hommages, co-rassemblé un volume d'hommages, édité à Lyon, avant que Mom Édition ne s'appelle Mom Édition, mais déjà ici, bien sûr. Ton champ d'études, son champ d'études, l'adresse est importante ce soir, hein, bien sûr, il y a un public, mais qui est l'animateur et qui va être aussi le personnage, donc je vais essayer de ne pas vous embrouiller, mais donc ton champ d'études et la poésie grecque, bien sûr, des époques archaïques et classiques, et à ce titre-là, d'ailleurs, tu diriges encore la revue Gaïa. Tu as cessé de diriger la revue Gaïa qui porte sur le monde archaïque, hein, bien sûr, même si plus récemment, tu t'es tourné vers Euripide, plus récemment, non. Mais enfin, depuis un certain temps, évidemment, la poésie qui t'intéresse, c'est la poésie de la tragédie, et l'auteur Euripide est, on va dire, le champ principal d'études, puisque tu as travaillé sur cette belle pièce des Troyennes d'Euripide, qui est un exemple parfait qui présente une situation de guerre face à un public qui est prêt à repartir à la guerre ou qui n'a pas forcément saisi toutes les conséquences que peut avoir la guerre. Je ne parle pas de vous, bien sûr, mais de manière générale, c'est par ce biais-là et par une étude philologique que tu t'intéresses plus précisément au monde du théâtre, au monde de la performance, de la représentation, en français, la représentation théâtrale, bien sûr, le monde de la performance, par l'étude philologique attendue, hein, d'édition commentée des textes, mais aussi d'une réflexion sur la façon dont s'articule ce qui est dit, ce que dit le texte et ce à qui il est dit, avec évidemment toutes les réflexions que permettent ce contexte de performance, comme disent les anglo-saxons.
À ce titre-là, tu es partenaire d'un programme financé par l'Agence nationale de recherche qui s'appelle Dramaref, où vous essayez de remettre en situation toutes les références qui sont dans le texte fait. C'est pas ma conférence. Mais non, mais oui, mais bon, je ne vais pas dire que tu as passé, que tu as un parcours magnifique, brillant, école normale supérieure, et puis ensuite de belles études, les gens le savent. Enfin bref, donc je ne dis plus rien, puisque je ne veux pas déflorer ce que tu vas dire. En tout cas, je suis très heureux de te laisser la parole alors. C'est gentil. Merci beaucoup. Merci mon bouchon. Alors, à moi de dire l'honneur que j'éprouve à être ici pour le cinquantenaire de la MOM. Je vais commencer, si vous voulez bien, en préambule par quelques compléments sur mon parcours intellectuel, celui qui m'a amené ici il y a 31 ans, en fait. Et évidemment, pour moi, participer au cinquantenaire en fêtant mes 31 ans, c'est quelque chose. Voilà. Et j'espère que ce petit récapitulatif, ça ne sera pas seulement anecdotique, ça vous permettra de comprendre comment je travaille, comment nous travaillons à plusieurs sur la tragédie à la MOM. Voilà. Donc, je suis, vous l'aurez compris, née dans les années 70, en 70, ça veut dire. Et j'ai donc grandi comme lycéenne avec comme figure tutélaire pour ce qui était des études grecques, Jacqueline de Romilly, qui était vraiment l'incarnation de la philologie, de la belle langue également. Ses ouvrages, sont brillantissimes, tout le monde le sait, mais aussi d'une certaine idée de la littérature. Et une idée de la littérature qui consistait à traiter les textes grecs comme on traiterait en fait des livres, comme on traiterait des ouvrages contemporains, même si bien sûr elle les inscrivait dans un contexte historique en les éclairant par des notions qui étaient proprement grecques. Il n'empêche que sa manière de lire était vraiment une manière de lectrice. Et puis ensuite, j'ai découvert, pendant mes études, la façon dont l'anthropologie structurale a reconsidéré la tragédie grecque en particulier, en faisant un peu autre chose, un autre objet, un objet vraiment culturel, et pas seulement un objet textuel, avec un rapport à l'histoire qui devenait légèrement différent. Peut-être que vous avez en tête le titre de l'ouvrage de Pierre Vidal-Naquet qui s'appelle « Le miroir brisé ». Il n'empêche qu'il s'agissait toujours de mettre la tragédie en face de la cité, simplement en analysant un peu différemment la façon dont la tragédie pouvait refléter ce qu'était la cité athénienne. Mais c'est vrai que l'anthropologie structurale, avec ses racines clairement anthropologiques, c'est-à-dire qui consiste à considérer les textes comme un élément de la culture parmi d'autres, ça a vraiment formé mon esprit. Et quand je suis arrivée ici à Lyon, en 1994, donc, pour m'inscrire au DEA Mondes Anciens, j'ai découvert en fait l'endroit rêvé pour appliquer d'une certaine manière cette conception du texte comme faisant partie d'un ensemble culturel. À l'époque, donc, passer le DEA Mondes Anciens, ça voulait dire avoir des cours de géographie, de préhistoire, etc. Et la littérature venait à égalité avec tout ça. Et je me souviens encore de mon oral de géographie avec M. de Longeville qui me demandait ce qu'il y avait dans les herbes de Provence. Et sur le moment, on ne poserait plus la question aujourd'hui de la même manière, parce qu'il m'avait dit, vous devez bien faire la cuisine. Vous devez bien faire la cuisine, vous devez savoir ce qu'il y a dans les herbes de Provence. Bon, je pense qu'aujourd'hui, un professeur ne poserait plus à une jeune fille la question de la même façon. Il n'empêche que le fond de la question, c'est-à-dire, pouvez-vous travailler sur la Méditerranée sans savoir quelle plante poussait en Méditerranée, sans savoir quelle est la géographie, le paysage,
est-ce que vous pouvez comprendre l'Odyssée sans comprendre, sans avoir jamais vu la Méditerranée? D'accord. Tout cela, c'est finalement ce qu'on nous inculquait. La réponse étant évidemment non. La réponse était évidemment, on ne peut pas travailler sur un texte ancien sans avoir une connaissance de tous les éléments matériels, depuis les éléments physiques jusqu'aux objets, jusqu'aux bâtiments, qui faisaient le contexte de ces textes, en fait, dans lesquels ces textes étaient produits. Et donc, passer par ce DEA, ça revenait à être finalement obligé à l'interdisciplinarité. Et je pense que c'est resté une ligne directrice pour moi, mais c'est aussi la force de la Maison de l'Orient, de permettre cette interdisciplinarité en regroupant en un seul lieu des équipes qui travaillent sur tous ces aspects de la réalité. Alors j'en viens un peu plus maintenant à mon sujet. Quand j'ai commencé à travailler, je travaillais sur la poésie homérique. Et quand on travaille sur la poésie homérique, on prend très rapidement l'habitude des allers-retours entre les questions de langue, de diction homérique, ce qu'on appelle donc la façon dont la poésie est faite, questions de poétique, les questions d'analyse littéraire. Donc tout cela, on le met très vite en rapport avec les réalia, c'est-à-dire quel type d'armement on trouve, quel type de bâtiment, quel type de société, etc. Et plus généralement, on est très rapidement amené à se poser des questions sur l'environnement dans lequel ces poèmes étaient composés. Pourquoi? Eh bien parce que ce qui a révolutionné les études homériques au XXe siècle, c'est la théorie de l'oralité. Et cette théorie a complètement changé le rapport des homérisants au temps, enfin à la temporalité. La première question étant celle du développement de la poésie orale, du temps sur lequel s'est développée cette poésie, sans doute plusieurs siècles, enfin certainement plusieurs siècles, et la manière dont la tradition orale peu à peu, incorpore des réalités d'époques différentes, que ces réalités soient linguistiques ou qu'elles soient matérielles. Donc ça, c'est une première chose. Donc on est obligé, pour comprendre cette poésie, d'avoir en tête que, vous allez trouver ça très basique, les archéologues, mais que les armes de fer ne peuvent pas être contemporaines des armes de bronze, ou pas tout à fait, enfin pas dans tous les contextes. Bref, ce qu'un littéraire, il faut bien le dire, en sortant du lycée, ce à quoi il ne fait absolument pas attention. La deuxième question de temporalité qu'on se pose quand on travaille sur Homère, c'est la question de la performance. Et donc la question de l'instant, du moment où se crée le poème. Et parce que l'oralité, enfin une poésie orale, ça consiste à improviser à partir d'un matériau traditionnel, mais pour l'instant, pour un instant, à improviser un poème, dans des conditions qu'on essaye de comprendre. Le problème étant évidemment que nous avons très très peu de sources. À part Homère, nous n'avons guère de sources. Mais cela nous conduit à poser la question de la nature de l'auditoire, de la compétence de l'auditoire, la façon dont on la sollicite. Et en fait, tout simplement, ça amène à se poser la question d'un art qui se construit dans le présent. Comment est-ce qu'on sollicite un auditoire qui n'a pas entendu le poème sous cette forme-là auparavant? Donc, vous voyez, quand on travaille sur Homère, en fait, on est un peu obligé, aujourd'hui, de ne plus considérer le texte comme un texte, mais de le considérer comme la trace d'un événement. Alors, pour ce qui est de la tragédie, on se heurte à quelque chose de très paradoxal, c'est qu'on connaît le contexte dans lequel cette tragédie s'est développée,
c'est le 5e siècle athénien, grosso modo. Nous savons d'emblée que c'est un genre qui est destiné à une représentation unique, à quelques exceptions près. Nous connaissons le cadre de ces représentations, les grandes Dionysies, nous connaissons le lieu, ce théâtre que vous avez là. Évidemment, là, ça n'est pas tout à fait celui du 5e siècle, c'est celui du 4e, en pierre, mais, et bien entendu, le musée d'Athènes n'était pas encore construit, vous en doutez. Mais c'est le même lieu, c'est le même lieu, c'est la même colline, au pied de l'acropole. Nous savons également, parfois, dater certaines des pièces. Donc nous pouvons inscrire certaines de ces pièces dans un contexte historique et plus large. Or, les tragédies continuent d'être largement interprétées comme si elles étaient des textes littéraires destinés à la lecture. Et à la lecture des hommes de tout temps, tels quels, indépendamment de leur contexte de représentation. Pourquoi ça ? C'est parce que entre nous et ces tragédies, il y a le lecteur avec un grand L de tragédie, j'ai nommé Aristote, auteur de la poétique, qui a donné du genre tragique une définition dont on peine beaucoup à se défaire. Donc selon lui, une tragédie, c'est d'abord une bonne histoire, un mythos. C'est d'abord donc un enchaînement d'actions auquel le spectacle, le mot grec c'est opsis, n'ajoute que, dit-il, un assaisonnement. C'est encore quelques herbes de Provence, si vous voulez. Je n'avais pas réalisé. Peut-être qu'Aristote m'a amené à l'anecdote. Bon, peu importe. Donc pour Aristote, le spectacle est secondaire par rapport au texte, complètement secondaire. En outre, le genre tragique a sur le genre historique, ou le genre de la chronique, la supériorité de présenter des actions qui s'enchaînent de façon, dit-il, nécessaire et vraisemblable. C'est-à-dire qu'avec la tragédie, on accède au général et non pas au particulier. On fait appel chez le spectateur à la rationalité qui est capable de repérer la logique du nécessaire et du vraisemblable. Et comme il le dit, le genre historique, lui, raconte des actions particulières comme celle d'Alcibiade. Et de fait, le texte des tragédies que nous avons, notamment dans les chants du chœur, ne cesse de souligner par des énoncés qu'on appelle gnomiques, comme le destin des protagonistes touche à l'universel. Et le sort de tel ou tel personnage, Édipe, Écube, etc., illustre ou permet de comprendre, selon que l'énoncé vienne avant ou après, des vérités générales sur l'être humain, sur les passions, sur le rapport de l'homme au Dieu, etc. En d'autres termes, les poètes eux-mêmes inscrivent dans leurs pièces ce spectateur rationnel, aristotélicien, qui relève à quel point il est logique, par exemple, que le châtiment suive la faute ou que tel personnage se comporte selon son ethos, c'est-à-dire selon son statut social. Par exemple, la nourrice de Médée fait un commentaire de ce type en faisant de Médée un exemple du comportement des grands par rapport aux petits, ou bien en accord avec leur ethos traditionnel. Il y a des commentaires sur Ulysse qui disent « Je reconnais bien là ta fourberie », bon, ce genre de choses. Pour autant, la tragédie grecque ne s'épuise pas dans cette universalité. Elle est aussi de son temps, évidemment, comme l'est tout artefact, tout produit d'une culture. Et il suffit de songer à tous les problèmes qu'elle pose à des metteurs en scène actuels. Par exemple, qu'est-ce que je fais des dieux ? Est-ce que je garde les personnages divins dans Hippolyte ? Une Artémis qui apparaît, une Aphrodite qui apparaît, bon, qu'est-ce que j'en fais ? Qu'est-ce que je fais du cœur qui, selon les conventions du théâtre actuel,
pose vraiment des problèmes. Est-ce que je fais chanter ce groupe au milieu de ma pièce? Est-ce que les spectateurs vont encore accepter ce type de convention esthétique? Comment est-ce que je traite la référence à un personnage mythique qu'aujourd'hui tout le monde a oublié? Donc, tout ce genre d'éléments, ce sont des éléments qui datent évidemment du contexte de départ, donc qui datent de l'Athènes du 5e siècle, et qui marquent les pièces comme étant situées dans le temps. Alors, l'une des façons possibles de commenter la tragédie quand on est un helléniste aujourd'hui, ça consiste, dans la lignée aristotélicienne, à continuer à approfondir l'analyse du mythos, des personnages, du langage, etc., pour en dégager la portée universelle, tout en élucidant les marques de l'étrangeté grecque, finalement, de ces pièces. C'est l'idée que, une fois que je les lisse, une fois que j'en enlève ce qui n'est plus de notre temps, il va me rester ce qui est l'essence de la tragédie selon Aristote, c'est-à-dire l'universel. Mais il y a d'autres manières qui sont, à mes yeux, tout à fait complémentaires, et il n'y a aucun jugement dans ce que je dis là, d'autres manières complémentaires donc d'approcher ce théâtre. Et on est ici plutôt dans ces autres manières. En considérant toutes les implications des liens entre ce théâtre et son contexte. Par exemple, question, pourquoi est-ce qu'on ne joue les pièces qu'une fois? Le théâtre grec n'est pas un théâtre de divertissement où on peut décider d'aller un soir voir telle pièce, et si on manque la représentation du jeudi, on peut y aller le vendredi parce que, voilà, la pièce se joue plusieurs soirs de suite. Ça n'est pas un divertissement. Bon. Mais surtout la question, pourquoi est-ce qu'on ne les joue qu'une fois? Est-ce que ça a un impact sur la manière dont il faut interpréter les pièces? Autre question, est-ce que les textes portent la trace du lieu, de l'occasion, du contexte événementiel, du contexte culturel dans lequel ils sont composés? À ces questions, Florence Dupont, qui est anthropologue elle aussi, répond que seul comptait le rite, par exemple. Bon, je résume, évidemment, mais c'est l'idée majeure, son idée majeure sur la tragédie, c'est que seul compte le rituel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut revaloriser la performance orale et orchestique, donc la danse, qui donne lieu à une communion civique au moment du rituel. Tout cela, il faut le revaloriser au détriment du texte, qui perd de sa valeur, au point que Florence Dupont peut considérer la tragédie comme insignifiante, ce sont ses termes, insignifiante, et Aristote comme un vampire. Bon, c'est de la provocation, bien entendu, et on trouve chez Florence Dupont certaines contradictions, parce que tout en dévalorisant la valeur, le texte, elle se livre néanmoins à des comparaisons des trois électres, par exemple. Si le texte n'a aucune valeur, alors à quoi sert-il de faire des différences entre les textes des trois électres, des trois grands tragiques? C'est-à-dire que finalement, si la seule importance dans la tragédie, c'est sa fonction rituelle, alors peu importe qu'on raconte l'histoire d'Oreste comme ceci, d'Électre et d'Oreste comme ceci ou comme cela. Bon, mais ça, c'est pas mon sujet. En tout cas, son travail a le très grand mérite de prendre au sérieux la représentation et de remettre la représentation au cœur de l'étude de la tragédie. Et on peut citer sur la question des rituels aussi les travaux très importants de Christine Survino-Inwood, mais je ne développe pas. Avec un autre point de vue, qui est celui des études théâtrales,
Oliver Taplin, en Angleterre, a contribué encore plus que Florence Dupont à renouveler la lecture des textes tragiques en revalorisant l'opsis et en fait tous les assaisonnements qu'Aristote avait laissés de côté. Donc il étudie, il se concentre sur tout ce qui, sur la scène, contribue à l'art tragique. C'est-à-dire les costumes, les accessoires, les décors, les déplacements, les entrées, les sorties, etc. Il en refait du théâtre, si vous voulez. Et il va chercher dans les textes des grands poètes tragiques la trace de ces éléments-là, de tout, comment dire, il utilise le texte pour proposer l'idée qu'on utilise un accessoire, par exemple. Ou il va aussi comparer le corpus des vases qui représentent des scènes de théâtre à ce qu'on a dans les textes pour voir ce qu'on peut apprendre des costumes, des masques, etc. Alors, je ne trahis pas mes collègues, Anne-Sophie Noël et Caroline Pichon, qui travaillent avec moi sur le théâtre à la MOM, pas plus que mes doctorantes d'ailleurs, en disant que nous nous inscrivons résolument dans cette école. C'est-à-dire que nous prenons en compte la dramaturgie, la mise en espace, autant que possible, de ce théâtre. Comme vous pouvez l'imaginer, cette approche-là nécessite à la fois l'étude des sources textuelles et l'étude des réalia. Et on a la très grande chance, à la MOM, de bénéficier notamment du travail de Lyra, de Jean-Charles Moretti, qui est là-haut, et de tous les collègues, mais aussi de notre collègue Christina Papastamati-Van Mook, qui est fort à Athènes et qui fouille le théâtre d'Athènes. Et je ne me parle même pas des épigraphistes, puisque vous avez compris qu'on travaille ensemble, qu'on a parfois des intérêts tout à fait communs. Ce que nous traquons dans les textes tragiques, en faisant notre travail de philologue avant tout, c'est donc d'abord la trace des contraintes particulières qu'impose au poète le lieu et les moyens scéniques dont il dispose. Et la manière dont, en dramaturge, ils vont mettre à profit ces moyens et utiliser ces contraintes. Par exemple, comment est-ce qu'ils vont jouer avec le bâtiment de scène ? Jouer sur ce qu'on peut montrer, ce qu'on ne peut pas montrer, sur les conventions, les dieux apparaissent sur le toit de ce bâtiment, en général, enfin, c'est ce qui a pu être établi, sur d'autres conventions comme le fait que le chœur n'entre jamais dans ce bâtiment de scène. Donc ça crée parfois des tensions. Vous avez le chœur qui entend les crimes qui se passent à l'intérieur, donc ça crée évidemment d'un point de vue dramaturgique, des scènes extrêmement fortes, etc. Voilà. Au-delà de ce travail, qui s'apparente à la reconstitution en fait des premières mises en scène, nous nous intéressons aussi à la réception de ces tragédies, c'est-à-dire aux façons dont la représentation peut agir sur le public premier, compte tenu évidemment de ce que nous savons du contexte de représentation. Et à partir de ce qu'on peut reconstituer du spectacle, on se demande quelles émotions, quelles réponses cognitives et interprétatives le public peut avoir, peut présenter. Dans mes propres recherches sur les Troyennes d'Euripide, dont Richard a parlé tout à l'heure, ce que j'ai essayé de faire, c'est explorer le plus possible de champs de la culture que pouvait mobiliser le poète dans une pièce donnée, dont il se trouve que nous connaissons la date avec précision, c'est 415 avant Jésus-Christ, on l'a dit tout à l'heure, à un moment crucial de la guerre du Péloponnèse, après un massacre à Mélos, avant le départ de l'expédition de Sicile, enfin, plus exactement au moment où
les Athéniens se demandent s'ils vont repartir pour une grande expédition impérialiste. Voilà. Alors, ce qui m'est apparu, c'est que cette tragédie fait référence tantôt de façon très claire, par des citations, par des jeux de mots, mais qui jouent sur les mots de Mélos, par exemple, tantôt de manière plus allusive, à des événements contemporains, donc ceux dont je vous ai parlé, à une proclamation qui est faite au théâtre chaque année pendant les Grandes Dionysies. Donc vous voyez que c'est tout le contexte des Grandes Dionysies, le lieu auquel on fait référence dans la pièce elle-même. On a des allusions au rituel des Panathénées. Et bien sûr, on a une foule d'allusions à la tradition poétique antérieure, hein, donc autre élément de culture. Par ailleurs, ailleurs que dans le texte, si on reconstitue le spectacle, autant que possible évidemment, hein, dans les limites de ce qu'on peut faire, le spectacle lui-même renvoie à des images, et des images qui sont bien connues des spectateurs. Je pense avoir montré, mais j'attends la contradiction, je pense avoir montré qu'il y a des allusions nombreuses au programme iconographique du Parthénon, par exemple, dans cette pièce. Que fait-on avec tout cela? Ensuite, on se demande comment est-ce que le public va interpréter ces allusions, pour autant, évidemment, qu'il les saisisse, qu'ils les comprennent. Mais l'idée, c'est que dans le mythos qui nous parle de la chute de Troie, il y a en fait un réseau de références au présent des Athéniens qui sont assis au théâtre. Et cela, nécessairement, doit influencer leur interprétation de la pièce. C'est-à-dire qu'ils sont renvoyés à leur propre présent. Et pour le dire en termes aristotéliciens, si vous voulez, il semblerait que la tragédie puisse aussi parler d'Alcibiade. C'est à ça que ça revient. C'est-à-dire que l'allusion, la référence à des réalités particulières, voisine dans la tragédie avec l'allégorie, c'est-à-dire la représentation sous forme d'action et de personnages d'une rationalité qui est universelle. Et je pense qu'il y a véritablement une coexistence de ces deux mécanismes dans la tragédie. Alors, aujourd'hui, nos recherches se développent dans deux directions qui prennent la forme de deux projets. Je voulais juste vous montrer, donc, vous savez que... donc, voilà, on va faire ça. Non, ça ne marche pas. Ah bah, pas de chance. J'ai une obligation de vous montrer des logos, je ne peux pas vous les montrer. C'est pas de ma faute, il faut témoigner. Il n'a pas voulu que je change de diapo, en fait. Bon, tant pis, je vous parle des projets. Les logos, c'est pour faire joli. Donc, je voulais d'abord... Ah, bon, voilà. Je vais vous les montrer. Je voulais d'abord vous parler du projet Kinspecta. Donc, c'est un projet qui est mené par Anne-Sophie Noël, qui enseigne à l'ENS de Lyon, membre d'ISOMA et de l'Institut universitaire de France, donc, lequel finance le projet. Donc, Kinspecta, c'est un projet qui vise à comprendre l'interdépendance des réponses émotionnelles et des réponses cognitives à un spectacle. Le théâtre grec ancien, mais pas uniquement. Dans ce projet, il y a une collaboration entre des antiquisants, donc des hellénistes principalement,
toutes les trois, Anne-Sophie, Noël, Caroline Pichon et moi-même, nous participons à des degrés divers. C'est une collaboration entre des hellénistes et des spécialistes de sciences cognitives. Le concept qui est utilisé, c'est celui de la cognition incarnée, c'est-à-dire l'idée que lorsqu'on regarde un spectacle et qu'on éprouve des émotions, cela suscite des effets cognitifs. C'est aussi une manière de penser la question de la représentation, c'est-à-dire la réaction à une représentation. Lorsque je vois quelqu'un se lamenter, j'éprouve une émotion qui se rapproche de la personne qui se lamente. J'éprouve de la tristesse. Mais les spécialistes de sciences cognitives montrent que cela va bien au-delà. Si on utilise le vocabulaire de la lamentation, cela va susciter le même type d'effet émotionnel et donc cognitif. D'accord ? Je crois que ça va. Bon. Donc, formidable. Formidable. Donc l'idée, c'est d'explorer comment cette cognition incarnée nourrit la réception du théâtre antique. Et dans ce dialogue entre les antiquisants et les spécialistes de sciences cognitives, il y a plusieurs voies. D'une part, nous accumulons les textes anciens qui parlent en fait de l'effet qu'un spectacle produit sur les spectateurs. Et c'est très intéressant, je me permets ça, puisqu'on est là entre plutôt, fervents amis de l'Antiquité. C'est très intéressant de voir que souvent les auteurs anciens ont de l'avance sur les chercheurs en sciences cognitives actuels. C'est-à-dire que ce qu'on trouve dans les textes anciens est parfois beaucoup plus subtil que ce que les expériences de sciences cognitives permettent aujourd'hui de montrer. Mais évidemment, le dialogue est intéressant pour tout le monde. Ensuite, la deuxième... zut, j'ai oublié du coup ce que je voulais vous dire. La deuxième voie, oui, c'était d'essayer de comprendre, peut-être en mettant en place des protocoles expérimentaux, de mieux comprendre quelle est, de manière générale et de façon transhistorique en fait, la réaction de spectateurs face à un spectacle de théâtre. C'est-à-dire que d'un côté, il s'agit de constituer une base de textes qui permettent de documenter la façon dont on conçoit la relation spectacle-spectateur depuis l'Antiquité, mais d'un autre côté, il s'agit aussi de tester certaines hypothèses par des protocoles expérimentaux en sciences cognitives pour mieux ensuite peut-être comprendre ce qui se passait dans l'Antiquité. Donc c'est un aller-retour, si vous voulez, dans cette collaboration qui a déjà donné lieu à 2 journées ici à Lyon et qui va donner lieu très bientôt à la publication des actes de ces 2 journées. L'autre projet, c'est donc le projet Dramaref dont parlait tout à l'heure Richard, qui est dirigé par mon collègue Nicolas Bertrand à l'Université de Nice, et pour lequel, ici à Lyon, je dirige, mais en fait on est vraiment 2 à travailler, avec Caroline Pichon, un work package, pour utiliser ces mots affreux, donc un sous-axe, enfin bref, ce que vous voulez, une thématique. Il s'agit d'un projet qui, au départ, est un projet de linguiste vraiment pur et dur. Il s'agit de constituer le corpus et de l'analyser, bien sûr, des démonstratifs dans le théâtre grec. En quoi est-ce que ça m'intéresse et en quoi est-ce que ça nous intéresse par rapport à tout ce que je vous ai dit avant ?
Les démonstratifs sont bien souvent des éléments qui permettent d'inscrire l'énoncé dans un lieu, dans le lieu présent. Et quand je dis ici, on va faire très simple. Quand je dis ici, dans une pièce où il est question de 3, hein, bien entendu, je parle de 3. C'est le premier niveau de référence. Mais le deuxième niveau de référence, c'est aussi ici, sur la Seine. Et le troisième niveau de référence, c'est ici, à Athènes. C'est-à-dire que vous voyez que ces démonstratifs peuvent susciter chez le spectateur une connexion entre l'espace-temps du mythe, de l'histoire, de la fiction, et son propre espace-temps. Et ce qui nous intéresse, Caroline Puichon et moi, qui voyons les choses en spécialiste de la dramaturgie et de l'approche plus littéraire, ce qui nous intéresse, c'est de voir si ces démonstratifs sont les lieux où s'accroche l'allusion, s'accroche la référence au présent. Est-ce qu'en étudiant ces démonstratifs, on peut mieux comprendre comment la tragédie ancienne, enfin la tragédie athénienne, peut faire référence au présent des Athéniens qui la regardent. C'est ça qui nous intéresse. Bon, je ne veux pas être trop longue, donc bien entendu, si vous avez des questions, je répondrai en plus. Mais pour l'instant, je vais conclure. Donc si je récapitule, la façon dont nous abordons la tragédie ici, à Isoma et à la Mome, elle est à la fois philologique, vous avez compris, dramaturgique, résolument historique. Même lorsqu'il s'agit de comparer, comme c'est le cas dans la collaboration avec les neurosciences, des phénomènes actuels qu'on peut constater aujourd'hui chez des hommes d'aujourd'hui. Et quand on cherche à les comparer avec ceux du premier public de ces pièces, et notre travail est également fondamentalement transdisciplinaire. Ce faisant, nous ne cherchons pas, malgré ce que l'impression que j'ai peut-être pu donner, à réfuter la lecture d'Aristote. Il ne s'agit pas de dire qu'il n'y a rien d'universel dans la tragédie. Je ne veux surtout pas peiner qui que ce soit. Ce à quoi nous aboutissons, c'est plutôt à montrer que c'est en réactualisant la tragédie que peut-être on sert le mieux son universalité. Quand Sartre réécrit les Troyennes, il ne trahit pas Euripine lorsque, dans la bouche d'Andromaque, il met une tirade qui fait allusion aux menées des hommes d'Europe face aux hommes d'Afrique et d'Asie. On est en 1964 ou 5, je ne sais plus, j'ai un doute, au milieu des années 60, on va dire, et on est en pleine guerre de décolonisation. Bien entendu, l'impérialisme athénien n'est pas le colonialisme français, aucun doute. Mais la référence que fait Sartre à des phénomènes contemporains des spectateurs vise à ancrer la fiction dramatique dans le présent de ces spectateurs, exactement comme Euripide le fait avec la guerre du Péloponnèse en 415. Et ce qu'il y a de nécessaire et de vraisemblable dans la tragédie, outre l'enchaînement des actions, c'est peut-être aussi qu'elle suscite émotion et réflexion chez les spectateurs par le langage, par le spectacle, par la kinesthésie, c'est-à-dire cet effet dont on parlait tout à l'heure de cognition incarnée, en jouant de l'adéquation entre le mythos et le temps présent. Voilà. Je vous remercie.
bien sûr, si vous avez des questions. Allô? Ouais, ça marche. Ah bah déjà, les mains levées, c'est parfait. Merci. Donc il y a deux objets, il y a la représentation et il y a le texte. Il y a deux objets d'études, de recherche. Donc les disciples de Jacqueline de Romilly qui s'intéressent au texte, n'est-ce pas, qui utilisent le texte comme un texte classique, et puis les disciples de Florence Dupont qui regardent la représentation, si je simplifie les choses. Mais ma question, c'est pas celle-là, c'est je vois deux chaînons manquants. Il y a la genèse du spectacle, c'est-à-dire le travail d'Euripide, Sophocle, Échille, en amont de la représentation. Comment ils construisent à la fois un texte et une représentation. Et ensuite, le devenir du spectacle, la métamorphose du spectacle en texte qui arrive donc sous forme de rouleau dans une bibliothèque au temps d'Aristote, et puis pour nous, dans la cuve. Et c'est le deuxième chaînon. C'est-à-dire, moi, c'est beaucoup de questions qui se posent, mais ma question, c'est est-ce qu'il y a des chercheurs qui travaillent sur ces questions-là, étant donné qu'à mon avis, il n'y a pas de source, pour ainsi dire. Mais par exemple, circulait-il déjà des espèces de livrets, par exemple, au moment de la préparation, ou des résumés, ou peu après, dans quelles conditions le texte allait-il être publié, d'abord copié, publié, vendu à des libraires, combien de temps après, si tout de suite, si après, comment, quelles demandes, son devenir à l'école, dans l'enseignement scolaire, chez le didascalos, etc., etc. Vous voyez, ces chaînons manquants, moi, me paraissent passionnants, enfin, me sont apparus en vous écoutant, j'y avais pas pensé, et donc, en réalité, il y a d'autres objets fantômes qui existeraient à la recherche. Y a-t-il des gens qui s'y penchent? Et c'est ma question. Alors, bien sûr, il y a des gens qui s'y penchent, et la manière dont je vous ai présenté les choses est extrêmement réductrice, en fait. Hein. J'ai 45 minutes. En fait, on peut travailler sur la tragédie toute sa vie. Hein, donc. Bien entendu, ce sont des choses qui sont pensées, qu'on essaye de penser avec les sources qu'on a. Alors, pour vous répondre sur l'amont de la représentation, nous avons des sources qui nous disent que le poète doit venir présenter devant, quand il demande à concourir, en fait, il doit venir présenter quelque chose. On ne sait pas exactement quoi. Est-ce que c'est déjà un résumé? Est-ce qu'il donne le thème de sa pièce? Est-ce qu'il en montre un morceau? On ne sait pas. Mais on sait que ce moment où les poètes doivent se présenter devant les magistrats d'Athènes existe. C'est le proagone, donc avant le concours. Donc ça, c'est une chose. On sait que ça existe. Donc on se doute qu'au moins on a des titres et au moins les poètes doivent pouvoir parler, mais c'est tout. Comment est-ce qu'ensuite un poète peut monter une pièce sans texte? Mais là, pour le coup, on a beaucoup de points de comparaison. On a énormément de metteurs en scène aujourd'hui qui partent du travail sur le plateau, qui font improviser des comédiens, bon. Mais je ne suis pas du tout sûre que ce soit le bon modèle, parce que dans le travail d'un Euripide, d'un Échille, d'un Sophocle, il y a toute une série de conventions métriques, de structure de la pièce. Enfin, ils partent absolument pas de zéro et très probablement pas des idées comme ça lancées par leurs trois comédiens. Enfin, bon, disons que c'est pas comme ça que moi je me le représente. En l'absence de sources, évidemment, ça reste une possibilité. Mais on sait que c'est possible, en tout cas, puisque aujourd'hui, des metteurs en scène montent des spectacles à partir d'un matériau qui n'est pas un texte. Bon. Ça ne les empêche pas, ensuite,
devant le livret de leur pièce une fois qu'elle a été jouée. Donc ça, ce sont des choses qui sont possibles. Alors, sur l'aval de la représentation, bien entendu que des gens y réfléchissent. On a des témoignages sur le fait que, par exemple, certains poètes pouvaient reprendre le texte de leur pièce. C'est le cas d'Aristophane, et il semble que ce soit le cas pour les dernières pièces d'Euripide. Est-ce que ça a été repris par son fils? Bon, il y a des choses, il y a quelques éléments. Ensuite, comment est-ce que les choses circulaient? On a un témoignage chez Thucydide qui nous dit les prisonniers athéniens qui se retrouvent en Sicile se remontent le moral en chantant des mélodies d'Euripide. Donc ça veut dire qu'il y a un moyen de diffusion des chants tragiques, c'est la mémorisation, tout simplement. Alors, comment est-ce qu'ils ont fait pour le mémoriser? Ça, malheureusement, Thucydide ne nous le dit pas. Mais regardez aujourd'hui comme on peut facilement chanter Vincero, Vincero, vous voyez, sans avoir jamais entendu l'opéra en entier. Il suffit d'avoir entendu 3 minutes de publicité. Et on peut imaginer que dans des circuits de diffusion où ces chants ont été repris, rechantés, on les mémorise sans avoir eu un écrit sous les yeux. Le banquet est un endroit où on rechantait très probablement des passages de tragédie, enfin de théâtre en tout cas. Voilà. Pour ce qui est ensuite de la question de la diffusion par écrit, il y a des témoignages sur le fait qu'on pouvait acheter des petits livrets effectivement au théâtre. On nous dit qu'Euripide avait une bibliothèque. On a des petits éléments épars comme ça, et il y a bien entendu des savants qui essayent de faire de retracer toute cette histoire du développement de l'écrit. Mais je pense que ce qui est important, c'est d'arriver à penser la multiplicité des canaux, en fait. Et quand vous disiez, il y a 2 objets, le texte d'un côté, la représentation de l'autre, moi je vous réponds, ce n'est pas du tout ma conception. Ma conception, c'est, il y a un objet qui est l'événement de la représentation, lequel implique à la fois le texte, la mise en scène, tout ce que je peux savoir sur le théâtre au moment de la représentation, tout ce que je peux savoir sur le contexte historique, etc., etc., etc. Voilà. Est-ce que je vous réponds? Ouais. Oui. Voilà. Je voudrais revenir sur la cognition incarnée. Et vous avez parlé d'un effet cognitif lorsque les spectateurs éprouvent des émotions en voyant des émotions sur scène. Alors ça fait quand même furieusement penser à une notion aristotélicienne bien connue. Et j'aimerais connaître votre position vis-à-vis de la catharsis. Ah, oui, alors vraiment sur la catharsis. Bon. Alors, ma position sur la catharsis, c'est que je n'ai absolument pas le matériau pour avoir une position sur la catharsis. Ça n'est pas une manière de me défiler. Quand je lis les commentaires de la poétique, et quand je lis la poétique elle-même, tout ce que je constate, c'est que on ne peut pas véritablement comprendre ce qu'Aristote entendait par là. On n'a pas les sources. On n'a pas les sources. Et je passe beaucoup de temps, quand je fais cours sur la tragédie, ou soit devant des lettres classiques, il y en a quelques-uns que je salue, soit devant des étudiants d'art du spectacle, à essayer d'éliminer la catharsis. La catharsis, cette histoire de purgation des passions, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'on n'en éprouve plus? Est-ce que ça veut dire qu'on sort
et qu'on ne se met plus jamais en colère. Enfin, quelle que soit la manière dont on le tourne, ça ne marche pas. Donc bon, voilà, je m'abstiens sur cette question. Et donc, l'effet cognitif, vous ne pouvez pas préciser? Alors, l'effet cognitif, si, c'est l'idée que les émotions vont passer par par exemple, par tout le vocabulaire qui évoque des mouvements, qui évoquent des phénomènes corporels, et que ces phénomènes corporels suscitent dans l'esprit des réactions qui ne sont pas seulement physiques, si vous voulez. C'est-à-dire que ça va permettre soit d'être plus attentif à certains passages de la tragédie, soit ça va permettre à la réflexion de s'enclencher, soit, effectivement, ça peut susciter le rejet qui est d'ordre moral, un rejet qui est d'ordre moral. Alors, est-ce que là, on est dans la catharsis? Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça. Y a-t-il une dernière question? Bonsoir. Du coup, merci pour votre conférence. J'avais une toute petite question qui reprenait un tout petit peu la question du monsieur du début. Donc, je me demandais en fait comment des pièces qui ont été jouées une seule fois à l'époque classique, comment est-ce que diable on a pu conserver le texte? Ça me paraît complètement aberrant et j'ai jamais eu la réponse. Et une autre question que j'ai aussi, c'est je me suis demandé s'il n'y avait pas une chronologie dans la conservation des tragédies. Est-ce qu'au départ on n'en conservait pas du tout et ensuite petit à petit on s'est dit qu'il y avait un devoir de mémoire? Je me demandais en fait des choses. Alors, sur la question du devoir de mémoire, on manque quand même de sources pour le 5e siècle. Comment vous dire ça? On a moyen de savoir quand même qu'au IVe siècle, on connaissait plus de tragédies que nous n'en connaissons maintenant. Bon. Donc, elles ont dû circuler d'une manière ou d'une autre, par écrit et aussi par la re-performance, la re-représentation. C'est-à-dire qu'il vient un moment de l'histoire de la tragédie où on commence à rejouer les pièces, et en particulier celles des trois grands, qui deviennent en fait, qui sont canonisés, qui deviennent le canon tragique. Sous Lycurgue au IVe siècle, justement, cette entreprise de canonisation, elle conduit à une standardisation de leur corpus qui est déposé dans un endroit public à Athènes. Ensuite, on connaît un tout petit peu l'histoire de ces copies-là. Elles ont été envoyées à la bibliothèque d'Alexandrie et jamais rendues. Donc, certaines ont disparu. Donc voilà, ça, c'est une brime qu'on peut reconstituer. D'accord ? Ensuite, votre première question, c'est comment est-ce que ces textes ont pu nous parvenir si, au départ, ils n'étaient destinés qu'à une représentation? Parce que quelqu'un les a conservés, c'est évident. Je ne peux pas vous dire autre chose. Je ne peux pas vous dire autre chose. Et à partir du moment où des copies écrites sont conservées, on peut imaginer qu'il y a des lecteurs. Mais au Ve siècle, ça n'est pas le moyen de diffusion principal. Petit à petit, ça va devenir sans aucun doute le moyen de diffusion principal. Donc, bien entendu que ces textes, à un moment donné, vont entrer dans l'histoire de la littérature. Mais travailler sur la tragédie du Ve siècle au Ve siècle implique qu'on ne les considère pas encore comme de la littérature. En fait, c'est ça.
bien entendu que si je travaille sur la réception de la tragédie à l'époque moderne, chez les humanistes ou quoi, je dois les traiter comme des textes, puisqu'ils sont lus, ils sont commentés comme des textes. Voilà. Donc, c'est une histoire qui est très complexe, qui oblige à penser la diffusion multiple, les canaux multiples. Et pour finir, juste quand même, pourquoi est-ce qu'on a gardé peut-être les pièces que nous avons gardées? Parce qu'à un moment donné de l'histoire de la transmission de ces textes, c'est opérer un choix scolaire. C'est-à-dire que la canonisation des textes des Trois Grands, elle a impliqué aussi, à un moment donné, la réduction du corpus à 7 pièces de chacun des trois. Et si nous avons plus de pièces d'Euripide, c'est parce que, par miracle, nous avons eu la transmission d'une partie d'une édition intégrale. Voilà. Mais il a existé des choix, il a existé des éditions intégrales, et il a certainement existé des rouleaux individuels, des pièces qui circulaient de façon individuelle. Voilà. Donc, voilà, c'est ce que je peux vous dire. Surtout dans l'état où je suis. Je m'arrête là. Désolé bien. Oui, de toute façon, vu l'heure, je pense qu'on avait prévu d'arrêter. Je vous remercie à tous d'être restés jusqu'à maintenant. Merci beaucoup, Pascal, pour cette conférence. Merci aussi à Richard Houchon pour la présentation au démarrage, parce que je n'ai pas eu l'occasion de lui passer le micro. Et pour ceux qui veulent rester pour cette cérémonie, cette récompense du prix Marie-Jo Chavannes, ça se passera au premier étage. Donc vous avez le choix, soit vous sortez, vous prenez l'escalier qui est dans le hall, soit vous pouvez directement sortir par l'escalier qui est tout en haut, et la porte qui est tout en haut, et suivre le couloir jusqu'à l'espace de convivialité.